Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau format sur cette chaîne et ça va être notre première émission de talk. C'est une discussion qu'on a eue avec un autre membre de notre équipe, Sofiane, qui va d'ailleurs animer l'émission. On va évoquer malheureusement l'élimination de l'Algérie qui ne participera pas à la prochaine Coupe du Monde au Qatar, mais pas que. On évoquera le futur de la sélection algérienne, mais également le sport en Algérie dans sa globalité. N'hésitez pas à nous soutenir en partageant ou en likant l'émission et vous pouvez également faire vos retours dans la barre des commentaires. Je profite également de l'occasion pour vous souhaiter un bon mois de Ramadan et je vous laisse maintenant avec l'émission. Salam à tous et à toutes. Zulflawan, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Sile, chaîne qui traite du football algérien, mais pas que, aussi du football africain et aussi du football européen. Sur cette chaîne, on a décidé de s'attarder sur les problématiques du foot algérien, que ce soit hors football, hors cadre du rectangle vert, mais aussi sur le rectangle vert. Et pour cette vidéo, on est avec Spirit Power. Dans cette émission, on a choisi de parler de multiples sujets, des sujets évidemment problématiques. Le premier étant le retour sur le match de l'Algérie face au Cameroun, le match éliminatoire pour la Coupe du Monde 2022, où l'équipe d'Algérie s'est malheureusement inclinée 2-1. On va revenir sur cette élimination et sur aussi l'arbitrage qui a été catastrophique. En tout cas, pour certains Algériens volés, mais on pourra s'exprimer dessus. Deuxième partie qui va traiter du futur de Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien. Va-t-il rester à la tête de la sélection algérienne malgré tout ce qu'il a subi? Une troisième partie sur l'évolution du football algérien. On se le dit tout le temps, à chaque fois, à chaque événement sportif. L'Algérie va-t-elle savoir évoluer? On se pose des questions et à chaque fois, il n'y a pas de réponse. En tout cas, on ne voit pas l'évolution. Et là, on va vraiment faire un point de réflexion sur l'évolution du foot algérien qui devient essentiel, primordial. Et en dernière partie, est-ce qu'en fait, l'Algérie en soi, c'est pas un pays de sport? Peut-on se dire que l'Algérie n'est pas un pays de sport? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'échecs, les Jeux olympiques, et on reviendra sur le sport algérien depuis ces 10 dernières années, et même bien avant. La vraie Et bonne voilà. question, c'est pourquoi l'Algérie n'est pas une grande nation de ce continent en sport, compte tenu de ce qu'elle Oui, a c'est vrai, comme... tout à fait. Sur le continent, c'est vrai qu'on n'est pas du tout bon dans aucun domaine. Hein. Enfin, il n'y a pas un sport où on excelle. Là où les Tunisiens excellent dans de nombreux sports, comme le basket, le handball, même le football, on pourrait dire, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal dans le domaine du sport. Tout d'abord, revenons sur la première partie. Je pense que c'est le sujet number one in Algeria, qui est le match Algérie-Cameroun et l'élimination. Quelle est ta vision sur cette élimination? Quelle est ta vision sur ce match Bah forcément, on est tous déçus sous le choc après cette élimination. Un cauchemar, cette élimination. C'est surtout le scénario en fin de match. Le fait qu'on puisse, le fait que Touba marque le but de la qualification. Et là, tout le stade explose de joie. Et quelques minutes après, quelques secondes après le coup d'envoi, l'Algérie qui craque mentalement, qui perd ses moyens, et Toko Ekambi qui envoie le Cameroun en Coupe du Monde. Alors, bien évidemment, dans cette émission, on va peut-être évoquer l'arbitrage de Gassama. Je ne sais pas. Ah oui, Mais, bah, tout à fait. Bah. C'est inévitable, hein, c'était inévitable. mais est-ce que c'est le seul responsable? Bah, je pense pas. Je pense pas que ce soit le seul responsable. Mais en tout Mais cas, il a une grande part. Il a en tout cas une grande part dans ce match, en tout cas dans le match, j'ai envie de dire cataclysmique. Il a impacté le match, mais dans le mauvais sens, clairement. Clairement. Donc, c'est vrai qu'on va revenir sur le match. Est-ce que déjà pour toi, il y avait un débat sur la liste? Tu sais que bien avant le match, il y avait un débat sur la liste, comme quoi la liste n'était pas cohérente. Alors après, il y a eu le match aller. C'est vrai qu'on s'est dit, bon, alors la liste, bon, voilà. Mais le match aller, peut-être que. C'est quoi ta vision sur la liste et sur le match aller? Parce qu'en fait, il y a vraiment deux événements avant ce match. alors, sur la liste, premièrement, il y a eu des choix forts dans cette liste. Le fait que Bahadat Bounjah il a été écarté, c'est un choix fort de la part de Belmadi. Voilà, sur le match aller, victoire 1-0 au Cameroun, à Japoma, le stade qui nous a martyrisés. Il y avait un effet mental, en tout cas. Victoire 1-0 à l'extérieur. Et ensuite, on s'écoule à domicile. Comment tu expliques cela? Bah, déjà pour revenir sur la victoire à Japoma, c'est une victoire qui a fait, je pense, qui a été ultra importante mentalement pour l'équipe nationale algérienne. C'est la première fois que l'équipe d'Algérie gagnait à Japoma et c'est la première fois depuis une trentaine d'années que le Cameroun perdait à domicile. Mentalement, l'Algérie s'est peut-être trop projetée en Coupe du Monde. Peut-être elle se voyait déjà qualifiée.
obligé de revenir sur cette équipe du Cameroun. Sur le match aller, quand elle doit pratiquer le jeu, il y a vraiment très peu d'actions. Euh, Hormis coup franc en tout début de match arrêté par Mbolhi, et une action, une frappe en fin de match de Toko Ekambi également captée par Mbolhi, pile sur lui. Enfin, il y a pas de réel danger. Après, l'Algérie, elle a été compacte. Des limites qu'on a vues du coup au match retour, c'est peut-être que l'Algérie, elle y allait trop petits bras. Parce que quand on voit cette équipe finalement du Cameroun qui était très faible sur la double confrontation, peut-être qu'il y avait, il y avait, Oui, il y avait moyen peut-être de les enfoncer au match aller moi, je également pense que c'est et de l'équipe du faire Cameroun clairement la différence. Moi, je pense que c'est l'équipe du Cameroun la plus faible des 10 dernières années, hein. Même plus. Même. Ah non, mais cette Très équipe du faible, hein. Cameroun, sans vouloir la manquer de respect, hein, c'est tout simplement euh, quand tu n'as pas un Maleu, quand tu n'as pas également Zambo Anguissa, qu'au bout de la première mi-temps du premier match sur la double confrontation, tu perds Tu n'as Vincent pas de coach. Boukar. C'est très dur d'expliquer cette débâcle parce que Il y a le coach aussi. Le coach. Un coach qui est pas. Voilà. Ah, également désolé pour. Robertson qui est venu juste avec un pompier de service qui vient avec le strict minimum, c'est-à-dire l'état d'esprit. On y va avec l'envie. Mais après, cette équipe du Cameroun, ce qu'il faut pas les retirer, au moins, elle a tenu bon jusqu'au bout. Elle a espéré la qualification jusqu'au bout. Et d'ailleurs, son but à la 122e dans le temps additionnel, bah, voilà, il parle. Ouais, c'est vrai que c'est. Moi, c'est surtout le match retour. Franchement, là, moi, je serre, hein. Sur le match retour, je pense qu'on a tous 45 millions d'agents, on a tous serré. On fait 20 en termes 20 en termes de minutes de match où on a des actions franches. On a vraiment des actions pour mettre un but. On ne le met pas. On fait une première période où on prend le but. Et là, c'est fin, quoi. Je veux dire, on disparaît. Alors après, dans le match, il y a quelque chose dont je ne parle pas, bah, c'est l'arbitrage aussi. Je veux dire, il y a des faits de match. En tout cas, moi, je pense que le but du Cameroun n'était pas valable. Moi, c'est mon opinion. Pour moi, il y a une charge. Et ensuite, voilà, on reste dans le plan tactique de Belmadi, c'est-à-dire le 3-5-2. On voit qu'il y a des joueurs qui sont cramés, ou en tout cas, il y a des joueurs perdus. Bah, Belaïli était totalement cramé, il n'y avait plus. Mahrez, bon, bah, alors là, Mahrez, c'est éteint. Donc, vraiment, sur le début de match, toi, comment tu vois ce début de match où on rate et le 3-5-2 surtout? Est-ce que peut-être il ne fallait pas changer de style, être offensif à domicile? Bah, premièrement, on a vu sur les premières minutes du match l'Algérie qui a réussi à se procurer des occasions. On peut noter au bout de la 5e minute, même bien avant, la frappe de Slimani qui est totalement dévissée. Quelques minutes après, il y a Belali qui est lancé seul face à Onana qui cadre pas son plat du pied et qui la met juste à côté. C'est une action totalement immanquable normalement pour un joueur comme lui. Euh, Après, je reviens et je suis d'accord sur ce que tu as dit précédemment. Belali, je pense qu'il a payé physiquement les efforts qu'il a réalisés à Japoma, parce qu'il a fait un très bon match à Japoma, et ça, on est obligé de le noter sur la double confrontation. Cependant, au match retour, il a totalement passé à côté, il est totalement passé à travers. Et puis, Et pourquoi tu prends Benrahma, je veux dire, alors, je veux dire, tu vois que Belali est cramé, tu as appelé Benrahma, mais pourquoi tu ne changes pas Belali? Enfin, bah, franchement, je n'ai aucune idée pour quelle raison Belmadi a appelé Benrahma, parce que si à aucun moment dans cette double confrontation, surtout quand tu vois que Belali, à l'heure de jeu, il est totalement à l'ouest, il a la tête retournée, si tu oui, en plus, il y a une pas phase de de Mahrez. là, Benrahma, je ne vois pas à quoi il servait dans le groupe, en fait, tout simplement. Oui, en plus, c'est vrai, il y a une phrase de. En tout cas, il y a un moment qui a été enregistré entre Belaïli et Mahrez, dans lequel Mahrez dit à Belaïli, je ne sais pas si tu l'as vu, mais où Mahrez dit arrête de tomber, il va pas te donner de penalty, Gassama. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais, j'ai vu cette vidéo passer sur les réseaux sociaux. Malheureusement, dans la mauvaise mentalité, dans ce match-là, il a cherché trop de pénalty et cherché trop d'être le sauveur de la sélection. Et dans ce match-là, Oui, on moi s'en aussi. fout qui est le sauveur, on s'en fout. D'ailleurs, tu le vois, à 118e, c'est tout bas. Enfin, on s'en fout de qui est l'identité de la personne qui envoie l'Algérie en Coupe du Monde. Et peut-être ils ont voulu trop jouer à l'homme providentiel et sur ça, ça nous a joué des tours. Ah oui, 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 je suis d'accord. C'est vrai que ce match, il est spécial. Je veux dire, là, on sait qu'on va parler des joueurs, on parle de tactique. Mais est-ce qu'en fait, tout ça, c'est pas aliéné par l'arbitrage de Gassama? On- il faut revenir sur l'arbitrage de Gassama. Un but de Mister Slimani, de Super Slim, de la tête. Alors après, on peut dire,
on peut dire haut de l'épaule, mais c'est pas main. C'est pas main. Il n'y a pas main. Monsieur Gassama estime qu'il y a main, mais il n'y a pas main. Alors là, vraiment, il y a des choses dans ce match. Onana qui a le droit de prendre des minutes à chaque dégagement, qui vont pas de carton. Le but, moi, pour moi, il n'y a pas but du Cameroun. Je veux dire, à quoi ça sert d'avoir la VAR si c'est pour se faire enfler à domicile? Et en plus, à domicile. Et non seulement de se faire enfler à domicile, mais c'est surtout un arbitrage quand même vicieux sur la double confrontation. Au match Ah aller, oui, l'arbitrage de M. Bondo, qui a tout sifflé clairement pour le Cameroun. Et au match retour, c'est un arbitrage vicieux au match retour, quand on voit sur sa les globalité. lampadaires, les lampadaires à l'aller. Les lampadaires qui s'éteignent. C'est Non, quand même mais exceptionnel, ça. évidemment, tu as cette histoire de lumière qui s'est éteint dans le stade, dans les projecteurs qui se sont éteints. Mais après également, je voulais revenir sur le match retour, l'arbitrage de M. Gassama. Sur certaines situations, sur le but, le premier but camerounais, immédiatement validé. Ah oui, oui, bah oui, c'est vrai. Oui. Aucun check VAR, il vérifie pas. On voit un contact d'ailleurs également. Après, il faut également dire que Aïssa Mandi, il a le droit aussi de crier, il a le droit aussi de respecter auprès de l'arbitre, il a également le droit de se faire violence dans ce cas-là et d'aller voir l'arbitre à un moment donné. Il y a faute, il y a une réelle faute, il y a une réelle poussette, il est réellement déséquilibré en l'air. Euh, il avait le droit quand même de se manifester. Après, ensuite, je reviens quelques minutes après sur la double parade de Raïs Mbrhi. Bizarrement, du coup, à ce moment-là, il va Ah voir oui, check. une Il va voir là-bas. Ça, c'est tour de exceptionnel. main de Raïs Mandi sur ce cas-là, Oui, alors que sur les buts, exceptionnel, on ça. ne peut pas du tout aller les voir. Et Ah oui, c'est bizarrement, exceptionnel. Ça, un c'est... arbitrage assez vicieux sur ce match-là, bien évidemment. Alors, tout jouer autour de ça, je pense que qu'on le développera dans ce débrief, ce serait un peu malhonnête de tout mettre sur son dos, mais clairement, sur ce match-là, il a un gros impact. Il a un impact mental, déjà. Moi, alors, il entre dans la tête des joueurs. Je veux dire, c'est ambitieux. Même les Égyptiens, on se rappelle à la CAN. À la CAN, les Égyptiens disaient, il vient nous voir et il contrôle Mohamed Salah. Genre, il connaît pas Mohamed Salah. Mais attends, mais tu nous prends pour des débiles. En fait, il rentre dans la tête des joueurs et il impacte de manière négative le jeu. Et normalement, c'est pas le travail d'un arbitre. C'est pas le travail d'un arbitre. Mais normalement, dans ce type de match, euh, tu dois pas remarquer l'arbitre. L'arbitre n'est pas là pour Ah se bah mettre en oui, oui. lumière. L'arbitre est juste là pour gérer les débats entre deux équipes. On va prendre par exemple Mustapha Ghorbar qui a arbitré Sénégal-Égypte sur ce match. Il a été parfait. On ne l'a pas remarqué outre mesure. Il a été dans son rôle, il a arbitré calmement, simplement. Ce match qui était ultra Ah, il y tendu, a une critique. nettement plus À son tendu. égard, il y a une critique. L'ambiance qui était à Damnasio, je ne sais pas si je prononce bien, mais l'ambiance qui était près de Dakar était nettement plus électrique que celle qu'il y avait à Blida, clairement. Et Mais il y a une critique il n'a sur le pas fait. succombé, il n'a pas succombé à la pression, et tu sens, voilà. Je te coupe, mais c'est vrai, il y a une critique sur le fait que. Alors, certains estimaient que les lasers, il fallait peut-être arrêter le match à cause des lasers. Alors, c'est vrai que je pense qu'il aurait pu faire au moins quelque chose sur les lasers, mais bon, après, c'est pas non plus de sa faute. Je veux dire, c'est peut-être aux autorités sénégalaises de contrôler leurs supporters. Mais bien évidemment, et en plus, d'ailleurs, logiquement, la FIFA ou la CAF doit sanctionner le Sénégal pour ça. C'est factuel, factuellement, une fermeture des tribunes, un huis clos pour le Sénégal ou une interdiction de jouer à Damien pour un ou plusieurs matchs. Factuellement, en plus, dans un match qui va être surmédiatisé du fait que c'est un match barrage-retour, c'est également une vitrine pour le continent africain. C'est pas mettre en valeur le produit, quoi. Ah oui, on est d'accord, on est d'accord. Moi, je vais surtout m'attarder sur l'arbitrage. Je suis désolé. Sur un match comme ça, en plus Coupe du Monde, moi, le but de Slimani, bon, on peut pas. Je veux dire, il y a but, il y a but, t'as la VAR. Bon, après, il y a aussi des questionnements en Algérie. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste télévision ni même arbitrage. Est-ce que Moussa Chakar avait assez de caméras? La Beliche, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous donner la réponse, je ne sais pas.
Et d'ailleurs, Ce qui veut pour la situation dans laquelle il y a une potentielle main camerounaise dans la surface, pourquoi on ne voit pas les autres angles de vue qui sont situés face, qui est utilisé par exemple pour la goal line technologie, celle qui est face au but, pas celle horizontale, celle qui est verticale. On voit qu'un plan de dos où lequel le joueur, potentiellement le joueur il fait ça avec le ballon, on ne voit pas cet angle-là de caméra, on voit l'angle qui est comme ça. On voit un angle comme ça. L'angle de face ne peut pas de profil. C'est quand même assez. C'est quand même Et assez. peut-être que malheureusement, sur ce match, peut-être que malheureusement, on paye toutes nos lacunes, tous les On paye, secteurs. mais je pense qu'on paye On paye à. les lacunes de la télévision publique algérienne, le NTV. On paye nos lacunes, alors ça, on l'avait dit à de nombreuses reprises. Des Ma cache la infrastructures. qualité, les infrastructures. On paye aussi le travail de la FAF. Ma cache Rodma, ils ne veulent pas travailler sur le plan africain, sur le fait d'avoir des gens qui puissent. Le Alors, lobbying des Amara n'a pas arbitres, compris son tout travail, simplement. ça c'est clair. Comment? Le lobbying auprès des arbitres, tout simplement. Ah Quand oui, tu vois que la manière dont on se faisait arbitrer en Zambie en 2021 et maintenant en 2022, la manière dont on a arbitré, euh, mais l'arbitre, enfin, t'as l'impression que toutes les décisions arbitrales, elles tournent contre nous. Il y a jamais, enfin, on n'est jamais sauvé par l'arbitre, quoi. ah, jamais, jamais, jamais. Tu sais, par À part exemple, un match, après, je ne demande pas non plus d'être sauvé par un arbitrage, par une erreur d'arbitrage ou que sais-je, mais par exemple, ouverture de la Coupe d'Afrique 2021 qui s'est jouée là en janvier 2022, le Sénégal, fin de match, pénalty pour eux, pour une légère main. Et nous aussi, une situation où tu as potentiellement une main, on ne l'a jamais revu hein, à la CAN, pour ceux qui se souviennent très bien. Tu vois, c'est le le match fait. à la Sierra Leone ou la Guinée équatoriale? Non, Sierra? C'était la Sierra Non, la Leone? Sierra Leone, la Sierra Leone, Euh, le tout premier match. Oui, mais, peut-être, moi je ne sais pas. Est-ce on paye toutes nos lacunes? Le fait, alors, je ne vais pas parler de Jamel Belmadi parce que Jamel Belmadi, il a fait un travail exceptionnel toutes ces années. Il est le seul à avoir travaillé, c'est le seul à avoir structuré une idée de jeu, une politique sportive. Peut-être que sur un match comme ça, voilà, faut faire plus. Il faut travailler en coulisses et sur le terrain. Après, dans cette fédération, factuellement, le seul homme qui comptait ou qui compte, c'était Belmadi. Ah oui, C'était l'arbre. Après, on le savait tous, c'est l'arbre qui cache la forêt du football algérien. c'est le Sahara le Sahara algérien. Là, on va aller sur la deuxième partie du programme de l'émission. C'est le futur de Jamel Belmadi. Va-t-il rester à la tête de la sélection malgré tout ce qu'il a subi? Et moi, je vais faire une aparté sur tout ce qu'il a subi. Alors, Jamel Belmadi, on rend tous hommage, les 45 millions d'Algériens, à son travail exceptionnel. Il a gagné la CAN, 35 matchs, une série d'incivilité de 35 matchs, sans défaite. Mais, je suis désolé, il y a quand même du sabotage, ou en tout cas des situations où on a clairement fait un coup de malice à Jamel Belmadi. Le premier étant le changement de président à la tête de la FAF. On avait un monsieur Jetchi qui travaillait bien avec monsieur Belmadi. Alors, à tous ceux qui diraient oui, Amara, Zetchi, moi, il n'y a pas de connivence avec l'un ou l'autre. Si Belmadi veut travailler à des acquaintances avec l'un et arrive à travailler avec monsieur Zetchi, machallah, tout est bénéfique. S'il n'a pas à travailler avec monsieur Amara, c'est problématique. Ce changement de président, le changement de président à la tête de la FAF n'a pas été bénéfique parce que on est le 5 avril, M. Amara a démissionné, donc il n'a même pas tenu un an. On a ensuite le sabotage des pelouses. On a, avant le regroupement pour la campagne éliminatoire pour la Coupe du Monde, on arrive à Moustapha Tchaker, excusez-moi, à Sidi Moussa, centre technique national de Sidi Moussa. Les pelouses, c'est des champs de patates. Pelouse du centre technique national, impraticable. Je veux dire, les gars avaient quand même, au centre technique de Sidi Moussa, donc à la FAF, ils avaient quand même une période de 3 mois, 4 mois pour travailler. Il n'y a pas que Sidi Moussa le problème. On arrive à Moustapha Tchaker, problème de pelouse. Ana, une fois, c'est Srana, une fois, c'est les incendies en Kabylie. Subhanallah. Après, c'est vraiment, il y a tout. Après, c'est les champignons. Alors, le coup des champignons. Après, ça va être le mac. Après, ça va être le marzen. Il y a vraiment, c'est lunaire. Ensuite, il y a le retard de salaire de M. Belmadi. Parce qu'il n'y a pas que le retard de salaire envers M. Belmadi. Il y a des retards de salaire envers le staff de M. Belmadi. Personne n'en parle. Il y a ensuite, dans la FAF, des conflits internes. De partout. Tout le monde est en conflit avec tout le monde. Comment on peut travailler dans ces conditions? Moi, je reviens à la question que tous les agents se posent. Est-ce que Jamel Belmadi va rester?
Moi, je me dis, après tout ce que je viens de résumer, il ne va pas rester. Il n'est pas fou. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, tout simplement, je ne vais pas répondre pour Jamel Belmadi. La question, si c'est va-t-il rester, j'en sais rien. Il prendra sa décision, son âme et conscience, clairement. Est-ce qu'il est marqué par l'élimination? Je pense qu'on l'a vu, on le sait tous. Oui. Après, il va être capable de surmonter ce drame psychologique, surtout, hein, parce que ça va se jouer au niveau de la tête. Et c'est que dans ce continent, bah, ça se joue surtout mentalement également, hein, ce type. Les compétitions africaines, ça va se jouer mentalement. Ensuite, Belmadi, moi, si tu me demandes, est-ce que vous voulez le voir continuer à la tête de la sélection? Moi, j'aimerais bien le voir aller au moins dans un premier temps jusqu'à la prochaine CAN, la CAN 2023, Inch'Allah, pour juger, pour voir. Parce que s'il y a une faillite totalement mentale de la sélection à la prochaine CAN, il y a moyen de se redresser pour la Coupe du Monde 2026. Parce que certes, en 2026, il y a plus de nations africaines à la Coupe du Monde, mais il n'y a pas un nombre illimité non plus de sélections africaines. Et si on s'effondre D'accord. totalement, il faut quand même imaginer tous les scénarios. Et ce scénario-là, c'est un scénario certes catastrophe, mais c'est un scénario qui existe. Et on n'a pas assez travaillé en amont pour prouver que ce scénario, il ne peut pas arriver. Le Moi, il foot y a un truc que je algérien est comprends totalement pas. Il y a imprévisible, beaucoup de... on est totalement incapable. Alors bien évidemment, moi, le fait que je fasse confiance à Belmadi, je pense qu'il est totalement capable de le redresser. Mais maintenant, il faut des preuves. Et Mais moi, il y a un d'ailleurs, truc que je... on a laissé 2022 à Belmadi et très peu de monde demande son départ. Il y a une preuve Moi, de confiance du peuple algérien envers son sélectionneur. moi, je ne dis pas que c'est à l'État de couper la tête. Je dis simplement que, en fait, tu es Belmadi. Déjà, dans les années précédentes, tu as fait un travail exceptionnel, mais déjà, il y avait des problèmes en interne. On est d'accord sur le fait que tout le monde n'était pas avec Belmadi. Comment, dans la situation actuelle où il n'y a plus de président, il n'y a plus de président, tout le monde essaie, là, on voit des articles sortir, tout le monde essaie de devenir président de la FAF pour prendre le poste, il n'y a pas de structuration. James Belmadi, moi, je vois mal James Belmadi, en fait, rester dans une situation qui est encore pire qu'avant. C'est-à-dire que la situation des joueurs algériens, elle est encore pire. C'est-à-dire que là, tu as des joueurs qui vont partir en retraite, qui vont prendre leur retraite internationale, qui sont touchés. Donc, sur le plan du jeu avec la sélection, ils ne sont pas aptes. Et sur le plan extra-sportif, je veux dire, en fait, là, je veux dire, il n'y aura que Belmadi. Alors, déjà, avant, il n'y avait que Belmadi, mais alors là, ça va être pire si Jamel Belmadi reste. Je veux dire, quels sont les moyens donnés? Moi, je ne vois pas du tout. Alors, les moyens, si on parle des joueurs, il y a quand même une nouvelle génération qui arrive. Mais après, cette génération, cette nouvelle génération qui arrive, euh, il y avait pas eu, on n'a pas accéléré dans le temps, elle existait déjà aujourd'hui. Les joueurs comme Zorgan, Touga, ils existent aujourd'hui, hein. Mais ils n'ont pas été pris. Après, on peut se poser la question des sénateurs en sélection, ou en tout cas des statuts dans cette sélection à l'heure actuelle, et des joueurs qui jouissent de leur statut et qui ont des passes droits. Et on pourra également noter du coup et viser ou pointer du doigt le capitaine Mahrez, bien évidemment. Justement, comment on fait si Jamel Belmadi reste dans le futur? Est-ce qu'il faut encore sélectionner des Riyad Mahrez? Alors, ok, Riyad Mahrez joue en Première Ligue, Manchester City. Est-ce que c'est pas le temps s'il reste, de faire un véritable turnover d'effectifs, quoi, je veux dire. Bah, déjà, je pense qu'il faut quand même, il faut à un moment donné sanctionner les joueurs qui ont failli. Ah, on est Tu d'accord. peux pas à chaque fois faire des erreurs et dire bah mais Alice, hein, tant pis, hein, je crois toujours en toi. Bien évidemment qu'à la prochaine CAN, Mahrez doit être là, doit être présent, doit être dans l'effectif et doit même être dans le 11 titulaire. Mais à un moment Et tu donné, sanctionnes comment alors? Pourquoi il tu faut quand même sanctionnes? le sortir du 11. Il faut quand même à un moment donné le sortir du 11 pour pouvoir le faire montrer, lui montrer que ce qui a été fait avant, dans son implication surtout, dans son implication, dans ce que tu transmets à tes coéquipiers. Puisque factuellement, sur la double confrontation, c'est malheureusement là où tu le vois le plus, à la CAN, tu l'as également vu, lors de la double confrontation face au Cameroun, tu l'as également vu. Euh, c'est pas un leader dans l'âme, c'est pas un leader, c'est un leader technique certes, mais c'est pas un leader dans la parole, dans ce que tu vas transmettre à tes coéquipiers, de la sérénité ou que sais-je. Non, c'est juste un leader technique et quand le bateau il est en train de couler, ah ben, il n'est pas là pour le redresser, ça c'est sûr. Ah, bah, ah oui, bah là, on a vu. Quand le bateau il coule vraiment avec lui.
Mais moi, c'est vrai que je m'attarde à cette question. Jamel Belmadi, on veut tout ce qui reste, mais on est dans une situation où sportivement, les résultats déclinent. Et au niveau de la fédération, je veux dire, comment tu peux rester alors que déjà, auparavant, tenons à souligner, je n'aime pas faire la comparaison, bon, tu as une fédération française de football qui est mieux gérée sportivement, enfin, en tout cas dans les coulisses qui est mieux gérée. Didier Deschamps, quand il arrive, bah, il a simplement à prendre ses joueurs. Et alors, Jamel Belmadi, il doit tout faire en sélection. Comment c'est possible de croire que Jamel Belmadi va rester en sélection alors qu'il doit tout faire dans une situation qui est encore pire que 2020, 2021 et 2019? Troisième partie de l'émission, on va s'attarder sur une question qui me semble être primordiale et essentielle. Comment le foot algérien peut évoluer dans le futur? Pour cela, il est essentiel de se demander comment la CHAN 2023, championnat d'Afrique des Nations en 2023, peut être important pour l'équipe nationale. C'est que c'est une équipe qui sera les A' d'Algérie qui seront envoyées, coachée par Majid Bouga, vainqueur de la Coupe arabe en 2021 au Qatar. Et la question moi, que je me pose, c'est est-ce qu'il y aura une bascule entre les joueurs de l'équipe A' vers l'équipe A? Est-ce qu'il y aura toujours une continuité dans le futur? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, comment le foot algérien peut évoluer? Alors, si on va parler des sélections, on peut parler des sélections A' qui va jouer en 2023 la CHAN à domicile en Algérie. Et cette CHAN va être très importante pour les joueurs parce que ça doit être un tremplin pour eux, pour une partie, en tout cas une partie d'entre eux, pour les plus jeunes, pour pourquoi pas évoluer dans de meilleurs clubs, que ce soit en Europe, soit dans les pays du Golfe, ou même dans les meilleurs championnats africains, hein, par exemple la Tunisie ou l'Égypte. On va revenir sur une question qui est essentielle pour le développement du football algérien. Comment peut-on améliorer le football algérien? Et comment peut-il évoluer? Et l'une des grandes questions, c'est le manque de formation en Algérie. Est-ce qu'il faudrait tout mettre le paquet sur la formation, que ce soit la FAF, mais aussi les clubs? Bon, en tout cas, dans un premier temps, il faut que les clubs algériens se mettent réellement, ou en tout cas qu'on mette les clubs algériens face à leurs responsabilités en leur imposant la formation. Il n'y a pas d'autre solution. La formation, le vivier national algérien, il existe. On a des joueurs de qualité. Même à travers les sélections U17, U20, U23, avec le très peu de travail qui est effectué, on réussit à sortir des joueurs. Il faut réellement travailler sur la formation en Algérie. Dans l'état actuel des choses, la formation actuellement en Algérie est très limitée. On sait que seulement le Paradou, en termes de club de Ligue 1 Mobilis, Tal Botolat, forme dans son académie. Mais on a aussi des académies de la FAF qui sont en Donsi, où on forme, mais où aussi il y a beaucoup de problèmes. Faudrait-il que les grands clubs algériens forment? Et pour cela, faudrait-il que l'État soit coercitif, c'est-à-dire qu'il impose cette formation? Alors, je ne sais pas si c'est le rôle de l'État, de la Ligue ou de la Fédération algérienne d'imposer la formation, mais en tout cas, il faut imposer, parce que à l'heure actuelle, les dirigeants des clubs de foot algériens, dans la quasi-totalité, dans la quasi-majorité, ils sont uniquement en poste dans le but de faire de l'argent, de faire du profit, mais dans leur Tout à propre fait. intérêt personnel, pas dans l'intérêt sportif. Ils sont là pour s'enrichir personnellement. Et du coup, c'est ce qui emmène nos clubs dans la faillite dans laquelle ils sont. Et c'est pour cette raison que les dettes des clubs algériens sont aussi élevées. Soulignons que les budgets des clubs algériens sont extrêmement importants. En équivalent d'euros, un club comme l'USMA touche une vingtaine de millions d'euros et les clubs algériens se répartissent entre 10 et 20 millions d'euros, ce qui est quand même des budgets importants pour des clubs aussi modestes qui ne disposent même pas d'infrastructures. C'est l'une des problématiques de l'Algérie, mais sur le sujet de la formation, tenons à souligner que la formation est un atout économique de développement. Ça permet à un club de disposer d'infrastructures en fonds propres, c'est-à-dire de disposer d'un centre d'entraînement, donc de terrain, d'un parking, d'une structure écolière d'études, d'une structure médicale, d'une structure d'hébergement, de restauration. Donc, il y a de l'argent. Et ça permettrait, pour le pays, de créer de la richesse pour l'Algérie, pour le PIB, produit intérieur brut, mais ça permettrait aussi de faire de l'exportation. Alors, quand j'utilise le mot exportation, c'est un grand mot, mais de former des joueurs pour qu'ils aillent en Europe. C'est ce que fait le Paradou. Pourquoi des clubs comme l'USMA, la GSK ne le font pas? Surtout que c'est bénéfique. Prenons l'exemple du Sénégal. Le Sénégal commence à former actuellement. Il forme depuis quelques années.
Oui, l'Académie d'Iambars, par exemple. Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, donc, il est important de former, en tout cas dans les jeunes catégories. Moi, je pense qu'il faudrait que l'État impose aux 10 clubs, les 10 grands clubs algériens et historiques, type USMA, MCA, CRB, GSK, Sétif, Ouaharan, Constantine et bien d'autres, et j'en oublie sûrement, il faut imposer la formation, disposer d'une structure qui va former les joueurs et qui va permettre aux joueurs algériens de se développer. Et ensuite, c'est bénéfique pour l'équipe nationale. On ne va pas toujours aller chercher les joueurs qui ne se sentent pas algériens ou qui se sentent algériens à partir de 39, enfin de 39, 29 ou 30 ans. Oui, On sait tous de qui je parle. et il faut arrêter cette politique de l'opportuniste auprès des binationaux. Alors, bien évidemment que l'Algérie doit convoquer les binationaux les plus motivés et ceux qui veulent rejoindre la sélection et qui se sentent algériens, car la binationalité n'est pas un problème en soi, absolument pas. Mais tout à fait, il faut des joueurs du championnat et aussi des joueurs issus de la diaspora algérienne. La seconde question, c'est, on sait que de nombreuses années, la FAF n'a jamais n'a jamais établi de continuité de politique sur les jeunes catégories. On commence à voir un semblant de début sur les jeunes catégories, les U23, les U20 et même chez la prime. Est-ce qu'il faudrait investir davantage sur ces jeunes catégories pour permettre une bascule des A prime, des U23 ou des U20 vers l'équipe A? Alors, on a vu un petit prémisse de travail avec la task force, alors qui est très loin d'être parfaite, cette task force-là, parce qu'il y a beaucoup de problèmes autour du fait que les personnes présentes de cette task force-là aient également joué le rôle d'agent auprès de certains joueurs. Mais, On parle du frère de Yassine Brahimi, en l'occurrence. par exemple, mais on a vu quand même si les résultats sont loin d'être incroyables dans les tournois U17, U20, U23, on a quand même réussi à découvrir certains talents dans les différentes catégories. Par exemple, comme Rafik Omar, qui est parti faire des tests en Espagne. En U20, on peut citer Boulbina. En U23, on peut citer Boutoutaou, Aymen Boutoutaou. Et il y a différents joueurs qu'on a pu voir dans les différentes sélections qui ont réussi à se mettre en valeur et qui peuvent être, pourquoi pas, dans l'avenir de la sélection algérienne, Inch'Allah, des joueurs sur lesquels on pourra compter. Et ce travail-là qui est fait de détection en amont, il peut également permettre de sécuriser, entre guillemets, le fait que les joueurs veulent réellement euh, évoluer pour la sélection algérienne. Car quand tu viens en sélection algérienne, en U17 ou en U20, sans être offensant, tu ne viens pas pour l'argent et tu ne viens pas pour la gloire, parce qu'il n'y a aucune gloire derrière tout ça. Tu viens juste pour représenter ta nation et ton pays, tout simplement. Oui, tout à fait. Mais soulignons aussi que pourquoi les clubs ne forment pas, c'est vrai que c'est une question que. Alors, c'est vrai que le sujet de la formation n'intéresse pas en Algérie. Voilà. En Algérie, ce n'est pas un sujet qui prête attention. C'est vrai que Medida, le directeur de la publication de DZ Foot durant un space, avait révélé que pendant une période entre 2010 et même avant, DZ Foot parlait de formation. C'était même les premiers à avoir parlé de l'Académie du Paradou et du travail de Jean-Marc Guillou en Algérie. Mais qu'en fait, ça n'intéressait pas les gens. Ça n'intéresse pas les gens, la formation. Et en fait, ça n'intéresse pas les gens parce que les gens en Algérie sont des clubistes. Ils ne sont que dans le résultat immédiat, dans le court terme. Ils ne sont pas sur le long terme, dans la construction de projets, d'avoir une vision stratégique. Et en plus, on a aussi un système de corruption, il ne faut pas se mentir, qui fait que l'argent qui est mis en place, parce que l'argent du championnat d'Algérie, hein, Tal Bourtourda, il vient à 100% de l'État. Hein. Il n'y a pas de privé. Il n'y a pas d'investissement de sociétés étrangères ou même privées algériennes. Donc, tout vient de sociétés étatiques algériennes et donc de l'État, des deniers publics. Et donc, il est nécessaire d'avoir un véritable contrôle de cet argent et que cet argent soit utilisé en bien pour les jeunes Algériens qui vivent en Algérie. J'ai Surtout envie de qu'il passer y a une sur. possibilité en investissant, sachant que c'est de l'argent public, qu'en investissant dans les infrastructures telles que les centres de formation ou les stades nettement plus modernes, il y a également une possibilité de rentabilité qui est derrière tout ça. Alors, ce qui n'est absolument pas le cas dans l'heure actuelle. Tout à fait. Il n'y a pas de modèle économique dans le championnat algérien, ni même dans le sport algérien tout court. Hein. Ouais, dans sa Voilà, globalité. il n'y a pas de modèle. On va dire si, allez. On va dire que le Paradou a un modèle. Le Paradou a un modèle, voilà. Mais les autres n'ont aucun modèle. Hein. C'est simplement gagner le championnat. Quatrième partie, dernière partie de cette émission, c'est une question, moi, que je voulais être offensif.
c'est-à-dire que je souhaitais que ce soit une question offensive, c'est-à-dire, mais j'estime que peut-être que c'est un peu, pour certains, un peu compliqué, mais à la fin, est-ce que l'Algérie n'est pas un pays de sport, en fait? J'avais envie de faire comme question, est-ce que l'Algérie n'est pas une bonne nation de sport? Ou même l'Algérie, en fait, n'est pas du tout une nation de sport. Sachant que l'Algérie, diverses compétitions internationales, je vais prendre les Jeux Olympiques, les JO de 2012 à Londres, JO de 2016 à Rio de Janeiro et JO de 2020 au Japon, 3 médailles. 3 médailles, un athlète, Taoufik Makloufi, une discipline, l'athlétisme, 2 disciplines diverses dans l'athlétisme, le 800 mètres et le 1500, et puis c'est tout. Tenons à souligner qu'en 2020, un pays comme la Syrie, qui est un pays en guerre, a fait une médaille. Une médaille de bronze en haltérophilie. L'Algérie, 0 médaille. Mais il n'y a pas que le sujet des Jeux Olympiques. Il y a aussi tout le sabotage autour du sport algérien, toutes ces problématiques. On sait qu'il y a de nombreux athlètes algériens qui n'ont pas pu se préparer aux Jeux Olympiques. Alors certains nous disent le Covid. Le Covid a toujours bon dos, parce que même en 2016, il n'y avait pas le Covid et les athlètes algériens s'étaient très mal préparés. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le sport algérien et dans tout le sport? Là, on va sortir du cadre du foot. Parce que le sport algérien, bah, c'est. Est-ce que ça existe, le sport algérien? C'est une vraie question. Alors, est-ce que ça existe? En tout cas, on Est-ce sait qu'il que existe? dans la grande majorité, les Algériens sont fans de sport. Cependant, la culture sportive en Algérie, elle est faible. La culture du sport à haut niveau, surtout en Algérie, elle est très faible. Tout à fait. Les infrastructures de haut niveau capables de faire envier les autres nations du monde ou même les autres nations africaines, on en a très peu d'infrastructures qui sont aux normes des hauts standings de performance sportive. Pour souligner cela, je me permets de te couper. Il faut savoir que la fédération d'athlétisme algérienne, en Algérie, lorsqu'elle s'entraîne, elle utilise le stade annexe du stade 5 juillet sur une piste, comment dirais-je, une piste d'athlétisme en bitume classique. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans les pays de sport, en Italie ou en France, ce sont des pistes spéciales qui sont adaptées à la morphologie humaine, à la posologie, donc aux pieds des athlètes. Et donc, c'est fait pour permettre la performance de l'athlète et du coup, du sprinter. En Algérie, non, c'est une piste à le béton hein, c'est une simple piste. Et c'est la seule piste. Et en plus, il faut savoir que le stade annexe du 5 juillet, c'est un stade qui est aussi partagé avec les clubs de foot. Donc, quand la Fédération algérienne d'athlétisme arrive, et bah, des fois, c'est pris par le football à 90%. Et en plus, il faut qu'à la Fédération algérienne d'athlétisme, il faut jouer. Hein. Faut jouer des coudes, il faut établir des contacts. Des fois même, il faut appeler le MJS, ministère de la Jeunesse et des Sports, pour avoir la piste. Pour avoir la piste et donc pour avoir le stade. Mais c'est vrai que la problématique d'infrastructure, c'est quelque chose qu'il faut régler. Je suis totalement d'accord. Et là, il faut espérer que l'organisation des Jeux méditerranéens à Oran vont pouvoir permettre à l'Algérie de se doter de meilleurs équipements pour la performance de haut niveau. Alors non seulement il y a le stade, il y a les stades d'athlétisme annexes qui vont être, j'espère, utilisés à bon escient, mais également tout ce qui est salle dans la pratique du handball ou du basketball, ou également les salles de natation, les piscines. Pourquoi pas développer la natation en Algérie? Car on l'a vu précédemment ces dernières semaines, qu'un athlète algérien a réussi à performer à haut niveau. Alors après, précisément dans quelle discipline, je le mettrai en bas de l'écran. Mais il y a de quoi faire. On est capable de sortir à certains moments des athlètes algériens, ou en tout cas des sportifs algériens, avec très peu de préparation. Certains réussissent à se démarquer. Cependant, avec la jeunesse de la population algérienne, on se doit de sortir de meilleurs athlètes, tout simplement. Surtout quand on va comparer avec notre voisin, notre pays frère qui est la Tunisie. Ces derniers mois, le champion olympique en natation, le champion olympique, le vice-champion olympique, je ne sais plus, en taekwondo. Malheureusement, on n'est pas capable de sortir ces sportifs-là, nous. J'ai envie de dire, oui, tout à fait, que la Tunisie, c'était l'exemple que je voulais citer. La Tunisie qui est notre voisin. Bah, a un bien meilleur bilan. C'est même une nation africaine en termes de sport qui était vraiment très forte en basket. Elle a gagné le
championnat d'Afrique de basket. En handball, elle gagne les championnats d'Afrique. En foot, elle se qualifie en Coupe du Monde. Elle était allée en demi-finale en 2019, si je ne me trompe pas, de Coupe d'Afrique de football en Égypte. À la Ons Jabeur, on ne le dit pas souvent, mais Ons Jabeur, qui est une tenniswoman qui fait partie du top 10 WTA, le classement féminin de tennis. Nous, en Algérie, on n'a pas de sportif connu hors football. C'est-à-dire qu'à part Riyad Mahrez, qui est connu dans le monde anglo-saxon et le monde arabe, Bakesh Walou, il n'y a pas d'athlète connu. C'est-à-dire, même des pays comme l'Ukraine, qui sont des pays en guerre, l'Ukraine, elle a des athlètes, des boxeurs, excusez-moi, comme Klitschko. Et même Usyk, par exemple. Oui, tout à fait. Donc, pourquoi on n'arrive pas à sortir un athlète? Enfin, là, c'est quand même une question qui paraît folle, mais pourquoi on n'arrive pas à sortir un athlète au niveau international? Tout simplement, je pense que le manque de moyens investis y est pour grande chose dans cette problématique, tout simplement. Je pense que la matière première, qui est à savoir l'homme, l'humain, l'Algérien qui aime le sport, et tout simplement, s'ils n'ont pas les infrastructures pour se développer, c'est très compliqué. Quand tu vas lutter face à des nations totalement industrialisées, avec des équipements de très très haut niveau comme les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, sans infrastructure, sans préparation, c'est quasi impossible. Je suis tout à fait d'accord, hein. Mais quand je voulais te couper, c'est on dit il n'y a pas d'argent dans le sport algérien. Moi qui connais très bien le sport algérien, je dis c'est faux. Il y a de l'argent dans le sport algérien. Mais c'est vrai que la grande partie du budget du ministère des Sports est allouée au foot. C'est vrai qu'après, il ne reste que des clopinettes. Prenons l'exemple de la Fédération algérienne d'escrime. Elle a un budget à l'année de 32 000 dollars. Comment vous voulez faire quelque chose sur le plan continental et même international avec 32 000 dollars? Ils étaient partis, et c'est la somme qu'ils ont utilisée en termes de budget pour aller aux Jeux Olympiques 2020. Et sur ça, on peut discuter, mais je ne sais pas ce que tu peux proposer ou ce qu'on peut proposer pour financer le sport algérien. Là, c'est une vraie bonne question. Comment financer le sport algérien hors État? C'est une question qui. Il n'y a pas de réponse. La Fédération algérienne de rugby essaye de trouver des sponsors Elle algériens. réussit d'ailleurs avec des banques. Elle La Société réussit à signer Générale. des partenariats avec différentes marques. Ça, c'est le travail quand même qui est abattu par la Fédération algérienne de rugby ces dernières années. Elle est quand même impressionnante, hein, en termes de Vous développement. avez c'est le travail de Sofiane Benassen et de tant d'autres qui ont trouvé des partenaires et des sponsors comme la Société Générale Algérie, Total Energy en Algérie. Je pense qu'il y a aussi Jay-Z, Fadarco, qui sont des sociétés algériennes. C'est vrai qu'il y a aussi un manque dans leur budget. C'est-à-dire que, OK, avoir des partenaires privés algériens, c'est bien, mais il y a quand même un trou. Comment on peut faire justement pour. Alors, l'État, c'est mort. Les oligarques, c'est mort aussi, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Ils n'investiront pas dans une certaine mesure. Il y a les sponsors mineurs, mais est-ce que ce ne serait pas logique en Algérie de faire comme en Amérique du Sud, de faire des coopératives? On sait que dans des pays comme l'Uruguay, les clubs appartiennent aux supporters. C'est-à-dire que les supporters se mettent ensemble et ils financent les clubs. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça en Algérie? Je pense que de toute façon, il faudra passer par une reconstruction du sport algérien et quasiment dans tous les autres sports algériens, hormis le football. Et puis même, on l'a évoqué, le football également, mais dans une moindre mesure, dans une autre mesure. Je pense qu'il faut reprendre les bases et essayer de construire quelque chose de périn et de périn non seulement dans le temps, mais également financièrement, qui va pouvoir permettre à nos sportifs algériens de vivre de leur sport, tout simplement. Oui, tout à fait. Mais justement, pourquoi alors nous, on fait cette vidéo parce on est passionné par le sport algérien, le foot algérien, et pourquoi les athlètes et même certains médias ne font pas de ceci leur leitmotiv, c'est-à-dire dans le sens où ce n'est pas un sujet qui est débattu de manière quotidienne. Je veux même, je sais pas du tout débattu. C'est très compliqué quand même de débattre de ces sujets-là, parce que ce pas des sujets qui vont forcément attirer le plus de monde. Par exemple, on l'a évoqué un peu plus tôt, la formation en Algérie. Rien que la formation dans le football en Algérie, elle attire beaucoup moins de personnes. C'est beaucoup plus une niche. Les sujets phares en sport en Algérie, c'est le football. C'est le football, c'est la sélection A et c'est le football à l'étranger. Et également aussi le football algérien et puis les gros matchs. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a même nous constaté sur notre chaîne, alors notre chaîne modeste qui vient juste de commencer depuis février 2022. Donc, on vous invite à vous abonner sur notre compte Twitter et sur notre compte YouTube. Mais c'est vrai qu'on remarque que, alors que quand on fait
des résumés de matchs de U23, il y a plus d'audience. Parce qu'en fait, le supporter algérien n'est qu'intéressé par tout ce qui est tendance. Alors, je ne sais pas si le supporter algérien est forcément attiré par tout ce qui est bling-bling et tendance, mais c'est une question de culture, tout simplement. C'est la culture que tu inculques dans les différents médias au fil des années. Et ce n'est pas forcément la culture du sport de haut niveau qu'on a inculqué. Et ça, c'est il faut travailler sur ça dans les prochaines années quand même pour pouvoir espérer hausser le niveau du sport algérien dans sa globalité. Et oui, il faut aussi Et peut-être que l'une des questions dont on n'a pas du tout parlé, c'est peut-être qu'il faut aussi réformer, c'est-à-dire nettoyer le sport algérien. C'est-à-dire on voit actuellement qu'on est actuellement le 6 avril. On parle beaucoup au sein de la fédération de problèmes internes, des personnes qui ne veulent pas quitter la présidence de la fédération algérienne. Peut-être qu'en fait, il faudrait nettoyer les fédérations. Tu parles de football dans ce cas-là? Oui, de football, tout à fait. Mais on sait que dans d'autres fédérations, ça se passe aussi très mal, mais elles ne sont pas médiatisées. Mais c'est vrai quand même qu'il faudrait, pourquoi pas, laisser la place à des personnes plus jeunes au sein des différentes instances. Alors, pas forcément les plus jeunes, des jeunes pour mettre des jeunes, mais des personnes compétentes, tout simplement, qui sont là dans l'intérêt de promouvoir le sport dans lequel ils sont, et pas juste là pour pouvoir prendre une place et un salaire, et puis faire de l'enrichissement personnel. Ça aussi, il faudra quand même travailler sur ces problématiques-là, parce qu'on sait que le sport algérien est vérolé par des personnes qui essaient de s'engraisser sur le dos de la bête. C'est vrai, tout à fait. C'est vrai que pour finir le débat sur le fait que l'Algérie n'était peut-être pas une grande nation de sport, n'est pas une nation de sport, les infrastructures. Alors c'est vrai que là, on est dans une période, une année où il y a les Jeux méditerranéens en Algérie, à Oran, une chaîne 2023. Mais même pour cette chaîne, on a des stades qui sont plutôt vieillissants, qui sont rénovés. On a le stade de Oran, ça, c'est pas très révolutionnaire, c'est pas très neuf, quoi. On peut également citer le stade d'Annaba, par exemple, également, qui sont Ah des oui, tout à stades fait. anciens et qui vont être rénovés par l'ajout de sièges, par exemple, pour la prochaine CHAN. Je ne Problématique. pense pas que ce soit une grande méthode de faire du neuf avec du vieux. Je ne suis pas sûr que ce soit ultra efficace dans le temps. Parce que quand même, c'est également une histoire de promotion de l'Algérie aussi, que d'organiser ce type de compétition. Et le fait de montrer qu'on est capable d'avoir des stades modernes, et que ce soit moderne non pas seulement dans l'infrastructure du stade, mais également dans tout ce qui est connectivité au stade, tout ce qui est mobilité autour du stade, tout ce qui est réseau Étiquette. de transport en commun, qui soit tout ce qui est médias au sein du stade, tout ce qui est Wi-Fi, Internet, etc. Et sur ça, il faut travailler également. C'est quand même des points qui sont ultra importants. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec nous ici pour dire que c'est des axes de progression et des axes de travail majeurs dans le sport, en Algérie en tout cas. Mais c'est vrai que c'est une question. Sur la chaîne 2023 en Algérie, je ne pense qu'il n'y a que deux stades qui sont neufs, c'est ça? Le Ouais. stade d'Oran et le stade de Baraki. C'est ça tout à fait ou pas du tout? Oui, a priori, oui. Donc c'est vrai que même là, sur un événement continental, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à avoir des stades un peu plus modernes, en tout cas bien plus de stades modernes. Est-ce qu'on peut faire une projection sur la CAN? C'est-à-dire, est-ce que l'Algérie peut accueillir une CAN dans le futur? Vous savez que la dernière CAN en Algérie, c'était en 90, nous sommes en 2022. Est-ce que dans cette décennie, enfin, dans cette période de temps, entre 2020 et 2030, l'Algérie peut accueillir une CAN? Oui, non, à ton avis? Alors, j'ai envie de te dire, ça dépendra également de la périodicité de la CAN, qui est souvent remis en question, la CAN chaque 2 ans. Après, je pense que quand même que l'Algérie est capable d'organiser une CAN. Après, il y a les différents chantiers des stades quand même qu'il faudra achever. Par exemple, Tizi Ouzou, Douera, Baraki, qui sont en phase d'achèvement, mais depuis de nombreux mois et quasiment de nombreuses années, qu'il faudra réellement terminer ces stades-là. Et après, en termes d'infrastructure des hôtels, on a pu voir que je pense que l'Algérie est quand même capable, dans sa globalité, d'accueillir une CAN. C'est vrai que pour beaucoup d'Algériens, il y a une nécessité d'accueillir la CAN. C'est un événement qui est beaucoup apprécié par beaucoup d'Algériens, supporters de foot, mais aussi par le peuple algérien, le Chahab, mais aussi les pouvoirs publics. Mais c'est vrai que si on veut accueillir cette CAN, il faudrait dans le futur
mettre en place une véritable politique d'infrastructure, c'est-à-dire entretenir les infrastructures de manière régulière dans le temps, avoir des budgets, des personnes compétentes et formées pour avoir ces infrastructures, pour préparer ces infrastructures, et aussi avoir des clubs résidents. C'est-à-dire que sur le stade d'Oran, moi, le nouveau stade olympique d'Oran, le plus grand problème que je constate, c'est le fait qu'il n'y a pas de club attitré à ce stade. Alors, certains vont me dire le stade d'Oran, l'équipe d'Oran, le MCO. MCO. Mais je ne pense pas que le Wali d'Oran va confier le nouveau stade, le bijou de 300 millions de dollars, au MCO. Un club qui, en plus, joue la relégation actuellement en Ligue 1 algérienne. Donc, quid des stades? Que vont-ils devenir dans le futur? On sait que le président Tebboune a offert le stade de Douera au MCA. On pourrait se poser la question, pourquoi offrir un stade? Pourquoi ne pas plutôt offrir une infrastructure qui serait plus importante qu'un centre d'entraînement? Pourquoi offrir un stade? Est-ce que le MCA va gérer le stade, la billetterie? Le stade de Tizi Ouzou, tout à fait. Je veux dire, nous qui sommes Kabyles, on sait très bien qu'il y a une nécessité pour la GSK d'avoir un stade, même pour la Kabylie tout entière d'avoir un stade, parce que le stade actuel de la GSK, ce n'est pas un stade. C'est un stade qui est délabré, vétuste, qui ne répond pas aux exigences CAF. Et quand on sait que les exigences de la CAF ne vont pas très haut, ça fait peur. Mais c'est vrai que ça fait peur. Le stade de Tizi Ouzou, le stade de Douala, quid des stades et des infrastructures. C'est des infrastructures qui sont totalement vieillissantes. Et donc, de par cela, il y a une nécessité, d'entretenir les infrastructures, de mettre des équipes affectées à ces stades. Mais trois, un club. Il faut que des clubs puissent gérer ces stades. Est-ce que les clubs algériens ont les budgets pour gérer les stades? Je ne suis pas sûr que le MCA, même s'ils ont la Sonatrach comme sponsor, puisse gérer un stade de manière quotidienne dans le temps. Et je pense qu'on aura de grandes désillusions dans le futur avec la gestion des stades. Voilà. Et si je peux me permettre d'ajouter, les clubs algériens, ils n'ont jamais été propriétaires. Aucun club algérien n'a jamais été propriétaire de son stade. Et du coup, gérer pour la première fois un stade et ne serait-ce qu'un stade de 40 000 places pour une première, c'est une chose très compliquée à faire. Et c'est aussi de dimensionner des stades beaucoup plus petits quand même pour les clubs algériens. Par exemple, pour le Chebeb, un petit stade de 15 000, 20 000 places qui pourrait être reconstruit par exemple sur les ruines du stade actuel de ce club, ce ne serait pas scandaleux. Oui, tout à fait, mais ont-ils la compétence? Moi, je ne pense pas que les clubs algériens possèdent cette compétence de gestion de stade. Déjà, il n'y a même pas à gérer des clubs. Comment peut-il gérer des infrastructures qu'ils n'ont jamais eu auparavant? C'est une vraie question. Et c'est vrai qu'en Algérie, on a aussi une problématique, on a beaucoup de stades de l'ère coloniale. Le stade de l'USMA, c'est un stade de l'ère coloniale. Mais je suis désolé, même si on peut apprécier l'USMA, l'Union sportive de la Médina d'Alger, il faut raser ce stade. Et le stade du Servet, pareil, pour le Shabab et les UZ. Même si on apprécie le Shabab, on ne peut pas apprécier de jouer dans un stade de l'ère coloniale. Donc, il faut aussi raser des stades. Moi, je suis d'accord. Je pense que c'était tout. Merci en tout cas de nous avoir suivis. C'est très intéressant. On a fait une longue émission. On a abordé de nombreux sujets. Ce ne sera pas l'unique émission. On essaiera de faire plusieurs, de débattre avec plusieurs autres interlocuteurs. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner, excusez-moi, sur notre chaîne YouTube pour qu'on puisse grandir de manière sereine et pérenne dans le futur et qu'on puisse vous proposer de meilleurs contenus, plus qualitatifs, meilleurs en termes de contenu et plus longs. Je tiens à vous souligner qu'aussi on fait de nombreux contenus extrêmement variés. On a fait un vlog en Allemagne sur la Bundesliga. Donc c'était le match entre le FC Stuttgart, le VfB Stuttgart, excusez-moi, et le FC Augsbourg au stade du Mercedes-Benz Arena. On a fait aussi de nombreuses vidéos, donc des débriefs de match, mais aussi des vidéos explicatives sur la Fédération algérienne de football, qui prend tout son sens actuellement avec la démission de M. Amara, mais aussi, c'est une démission, réapparition. Il disparaît et revient, M. Amara. C'est un peu le Houdini du sport algérien. Voilà, on fait des contenus extrêmement variés et on va diversifier nos contenus, donc c'est extrêmement important de nous soutenir. Donc, abonnez-vous à notre chaîne, soutenez-nous, laissez un commentaire tout en bas de la page et à la prochaine, Inch'Allah. On se retrouve à la prochaine. Je partage également à la prochaine, Inch'Allah, et j'espère que ça vous aura plu. Salam.